MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette édition exceptionnelle de MP l'émission, présentée par Machine Production depuis la Banque publique d'investissement BPI France. Merci d'être avec nous et bienvenue dans MP l'émission pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur le salon Global Industrie qui se tiendra cette année à Lyon du 7 au 10 mars. Dans cette émission, on va parler de transition, de toutes les transitions, qu'elles soient économiques, écologiques, énergétiques ou sociétales. On abordera les dispositifs pour les financer, on parlera également d'innovation, de formation et d'attractivité des métiers. Alors pourquoi sommes-nous chez BPI France? Tout simplement parce que son directeur général, Nicolas Dufourcq, est également président du salon Global Industrie. Nicolas Dufourcq, merci de nous recevoir dans vos bureaux ici à Paris. Bonjour. Et vous êtes en compagnie de Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors Sébastien Gillet, cette année, le thème du salon sera « L'industrie se mobilise ». Alors déjà, pourquoi ce thème? Vous savez que toutes les crises que la France a connues, mais pas que la France, donc depuis bien sûr les Gilets jaunes, mais l'industrie a connu des crises avant les Gilets jaunes, je crois qu'il fallait avoir un outil depuis 5 ans qui est Global Industrie, un outil en fait qui rassemble toute l'industrie, les fédérations, les syndicats, les exposants, les visiteurs, la BPI aussi, la French Fab qui nous suit bien sûr depuis la création de Global Industrie, les politiques. C'est aussi assez rare. Il y a quelques années que les politiques ne visitaient pas forcément beaucoup le salon industriel. Aujourd'hui, pour montrer quand même qu'on sait se réorganiser, qu'on sait s'organiser, qu'on sait appréhender les futures transitions qu'il va y avoir, énergétiques, sociétales, vous l'avez dit, mais toutes les crises aussi qui ont été avant, qui ont fait prendre conscience au gouvernement, au pouvoir public qu'il fallait vraiment accompagner l'industrie pour les jeunes, pour les métiers, pour l'attractivité des métiers, pour renouveler un peu l'outil industriel. Global Industrie va être en fait l'outil qui va permettre de montrer que l'industrie se mobilise, se réorganise pour appréhender les 5, 10, 20 prochaines années. Nicolas Dufourcq, vous êtes cette année-là le président du salon Global Industrie. Alors, c'était important que la BPI France s'implique autant dans un tel salon? D'abord, j'ai été très honoré que Sébastien me propose, ainsi que Olivier Ginon, de prendre la présidence de Global Industrie cette année. Global Industrie, c'est fondamental. On n'avait pas de très grands salons de l'industrie française. On en avait plusieurs. Celui-ci est le produit de la fusion de combien? 4 salons? 4 salons, tout à fait. 4 salons, voilà. Et donc, la démonstration de force, elle est là. Elle est très importante. Très importante, d'abord, à destination du public français. Car ce sont d'abord les Français qu'il faut convaincre d'être fiers de leur industrie. Et convaincre qu'on peut tout à fait non seulement la relancer, mais la développer très fortement, qu'on a des atouts que d'autres pays n'ont pas. Et qu'on voit physiquement, visuellement, notamment pour les jeunes, au Salon Global Industrie. On va parler des jeunes justement un peu plus tard. C'est toute la communauté industrielle qui sera réunie du 7 au 10 mars à Eurexpo Lyon, où on y trouvera des solutions pour accélérer les impératifs de transition, qu'elles soient, donc on l'a dit, énergétiques, écologiques, économiques ou sociétales. Bien sûr. Alors comment les visiteurs trouveront-ils toutes ces solutions, toutes ces informations? Déjà, comme l'a dit Nicolas, c'est vrai que Global Industrie, c'est l'association de 4 salons qui étaient Mides sur les sous-traitants, Industrie, Tolexpo et MiSmart. Et c'est vrai que chacun dans son monde n'avait peut-être plus lieu d'être. Vous savez qu'un visiteur, depuis la crise, a quand même vraiment recentré ses visites sur certains salons. Et on pensait qu'à ce moment-là, c'était quand même plus important, en tout cas, de réunir l'ensemble de ces manifestations en un seul lieu. C'était aussi un souhait de Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie en 2015, de créer une Hannover Messe, mais à la française, avec toutes ses spécificités à la française. Ça a bien marché depuis 2018, donc depuis l'édition parisienne. Vous savez qu'on est 1 an à Paris, 1 an à Lyon. On a eu 2 ans un peu compliqués, qui ont mis un coup de frein sur certains projets qu'on pouvait avoir. Là, on revient en force, parce qu'on revient dans un climat plus serein, en tout cas sur un climat sanitaire. Pas forcément aussi serein sur le climat, dire business, parce qu'il y a forcément les échanges que vous avez vus, enfin en tout cas les travaux qu'on doit avoir sur la partie transition. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi à travers ces 4 manifestations, faire en sorte qu'on facilite la venue pour un visiteur à travers 15 univers. Il ne vient pas pour un salon, Mides, Autolexpo ou Industrie, il vient pour un marché, pour un univers qui lui est bien sûr important à travers son usine. Les traitements des matériaux, l'électronique, l'usinage, la tôlerie, le soudage par exemple, pour en sortir quelques-uns. Donc on a reconstitué un peu le salon en 15 univers pour qu'il soit un peu plus chez lui et en fait, en tout cas, qu'il y ait une vraie représentativité dans chaque univers. C'est important parce que cette édition va retrouver en fait les mêmes couleurs que 2019, 2300 exposants.
On espère à peu près les 40 000 visiteurs professionnels, avec bien sûr plus de jeunes, on en parlera tout à l'heure. Et à travers en fait cette réorganisation, on va faire en sorte de mettre 1500 machines en fonctionnement, qu'on est vraiment la plus grande usine de France, comme l'a dit Nicolas. C'est d'abord, une nouvelle fois, que le Français soit fier de son industrie, que la France soit fière de son industrie. On a une belle industrie, on a des gens qui sont dynamiques. Et en fait, l'outil qu'on a prévu sur cette édition-là va parfaitement illustrer toutes les valeurs de l'industrie depuis quelques années, mais qu'on va mettre en avant, et surtout tous les sujets qu'on doit attaquer dans les 5 prochaines années avec tous les exposants, les industriels qui sont prêts à appréhender ces différents challenges. D'accord. Et finalement, toutes ces solutions de transition, on va les trouver dans les 15 univers? On va les trouver dans les 15 univers, on va les trouver à travers les parcours pratiques. Vous savez que 90% des visiteurs aujourd'hui préparent leur visite. On ne vient plus sur un salon comme il y a 10 ans, 15 ans, un peu flâner. On vient sur des sujets bien spécifiques. On vient peut-être aussi parfois moins de temps. Alors que Lyon est un terreau un petit peu différent de Paris. Donc on vient plutôt sur 6 heures ou 7 heures. Mais on vient pour des besoins bien précis. Donc on a une batterie d'outils digitaux qui vont permettre en tout cas à nos visiteurs de bien préparer leur visite en fonction des sujets. On a des parcours pratiques à l'entrée du salon. Si on veut voir plutôt des choses qui touchent le RSE, si on veut voir des choses qui touchent peut-être des métiers de l'usinage, on aura tous ces outils-là qui seront mis en avant sur le salon. On sait aujourd'hui à peu près déjà que nous sommes complets, donc c'est déjà un vrai plus. C'est toujours important pour un salon d'afficher complet à quelques semaines du salon. Et on sait qu'au niveau de la demande de visiteurs, on est sensiblement sur les mêmes niveaux de préenregistrement que 2019. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de warning, les indicateurs sont en vert pour une nouvelle fois à faciliter une nouvelle fois la visite pour un visiteur. Nicolas Dufour, que finalement, toutes ces transitions qu'on vient d'évoquer sont un immense levier pour créer la valeur dans les entreprises, non? Oui, absolument. Et non, mais j'insiste sur la Montre Suisse, qui est un salon bien organisé. Tout est fait pour que la productivité du temps de l'entrepreneur qui s'est déplacé à Lyon soit à son maximum. Mais au-delà des informations qu'il va pouvoir collecter, des idées qu'il va pouvoir au fond retenir, etc., il y a une dimension collective à laquelle moi je suis très attaché. L'industrie, c'est toujours un collectif. D'ailleurs, un collectif qui est très ancré sur le territoire aussi. Donc les entrepreneurs vont chacun venir de territoires différents. Et de ce collectif naît une énergie. Et tout part de cette énergie-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des salons aussi. C'est pour ça que je suis très content de le présider cette année. Les transitions, oui, bien sûr, elles sont fondamentales. Et d'ailleurs, nous, on les indique d'une certaine manière, on les identifie. Chaque transition est une sorte de javelot qu'on lance et il faut le lancer le plus loin possible. Et puis ensuite, il faut agir, donc avec du conseil et avec des financements. C'est ce que fait la BPI. Ouais. Alors, quels sont les dispositifs pour financer ces différentes transitions? Alors très souvent, ces transitions sont des investissements digitaux. C'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de software dans l'usine 4.0. Et ça se finance avec des prêts qui sont des prêts sans garantie, puisqu'on ne peut pas prendre d'hypothèque ou de collatéral sur des softwares. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment ce que fait BPI France et que les autres banques ne font pas. On en fait 5 milliards par an. Et on va le faire de plus en plus. Donc il y a toute une gamme de prêts qui sont les prêts sans garantie de BPI France, plus ou moins longs, mais en général assez longs. Il y en a en particulier un nouveau qui vient de sortir, là, c'est le petit dernier, qui s'appelle le prêt Nouvelle Industrie, le PNI, à 12 ans, avec 3 ans de différé de remboursement. Plusieurs millions d'euros, zéro garantie. Contrat de 3 pages, donc super simple. Et c'est quoi les critères pour en bénéficier? Eh bien, il faut faire une extension de son usine ou une nouvelle usine 4.0 décarbonée nativement. Donc avec une vraie innovation qui répond d'ailleurs aux questions des transitions que vous avez citées tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a 36, la boîte à outils est complète. On est une grande banque de l'industrie, nous, puisque c'est 65% de nos fonds propres, 70% de nos actions de conseil, 70% de notre financement à l'innovation et 30% de nos crédits. Donc l'industrie, on nage dedans toute la journée. Alors justement, vous avez dévoilé votre plan stratégique 2023-2025 qui repose sur 2 piliers. La décarbonation et la réindustrialisation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner les grandes lignes de ce plan stratégique? Il faut décarboner le tissu productif français. Il faut décarboner le tissu productif européen. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous, c'est la France. On va donc mettre en transition 20 000 entreprises. On l'a déjà fait sur 2000. Mettre en transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire convaincre l'entrepreneur d'agir et puis ensuite l'accompagner, lui présenter des bureaux d'études, faire des diagnostics d'émissions de gaz à effet de serre, de bilan carbone, de flux, électricité, eau, etc. Et puis ensuite agir avec des outils. Des outils qui sont d'ailleurs pas forcément extraordinairement onéreux. Il y a beaucoup de solutions simples. Simplement, il faut s'y mettre. Donc mettre en transition 20 000 entreprises, c'est du porte-à-porte de masse. C'est ce que font mes collaborateurs avec nos partenaires. Et c'est à quoi sert également le Salon Global Industrie, qui est à lui seul, d'une manière extraordinairement productive, comme je le disais tout à l'heure, un porte-à-porte de masse concentré en 6 ou 7 heures.
Donc décarboner le tissu productif, fondamental. Ensuite, réindustrialiser, indispensable pour la France, indispensable pour les Français qui le demandent. Le consensus national sur le produire en France, il est total. Il est complètement transpartisan. Les Français l'attendaient depuis longtemps. Maintenant, il faut y aller. Et c'est possible. On peut tout à fait faire remonter, et d'ailleurs on le fait, et d'ailleurs BPI France est débordé aujourd'hui de deal flow, donc de propositions de projets qui viennent à nos portes pour être financés, pour faire remonter des usines, des belles usines, totalement blanches, décarbonées, encore une fois, très tech, en France. Voilà. Merci Nicolas Dufourcq. Sébastien Gillet, parmi les temps forts du salon, il y aura les Golden Tech, un concours d'excellence industrielle qui se déroulera au cœur même du salon. Mais aussi toute une série d'animations dédiées à la formation et à l'attractivité des métiers. Alors un lieu finalement où on va réconcilier enfin les jeunes avec l'industrie. En tout cas, comme le dit une nouvelle fois Nicolas, Global Industries est un outil qui doit nous permettre, à travers la pédagogie, de redonner envie aux jeunes, quoi qu'ils commencent déjà à revenir. Ça fait quand même quelques années qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes retrouvent des métiers, en tout cas qui leur parlent un peu plus. Vous le ressentez ça à travers les salons? On le ressent à travers les salons, c'est jamais encore assez, bien sûr. On a encore ces problèmes de formation en France, ces problèmes de compétences, ces problèmes de recrutement, et justement, Global Industries doit apporter sa pierre un peu à l'édifice. C'est vrai qu'on a une compétition, donc c'est la deuxième année qu'on fait cette compétition des Golden Tech. C'est un peu nos Bocuse de l'industrie. On parlait du CIRA tout à l'heure avant l'émission. Hors émission. Oui. Hors émission, le CIRA qui est une institution, bien sûr, sur le domaine de la restauration avec les Bocuse d'Or. On a envie d'avoir toute proportion gardée, bien sûr. Aussi cette compétition qui met souvent en avant, enfin, qu'on met pas souvent en avant les hommes et les femmes dans les entreprises. On a toujours nos awards qui mettent en avant la technologie. C'est important parce que c'est une nouvelle fois le fleuron de l'industrie en France, mais c'est aussi bien de mettre aussi les hommes et les femmes. J'insiste aussi sur les femmes parce qu'on a un problème de féminisation dans l'industrie. Donc aujourd'hui, les Golden Tech va aussi permettre de mettre les femmes en avant. La particularité des Golden Tech, c'est que nous, les participants, les compétiteurs, si je veux dire, ont au-dessus de 25 ans. Vous savez qu'il y a les World Skills qui sont sous 25 ans. Nous, ce sont déjà des gens qui sont souvent en activité ou en début d'activité, mais en tout cas qui vont pouvoir, des soudeurs de métier, des usiniers de métier, pouvoir en tout cas s'exercer sur 14 métiers. Deuxième compétition, on avait 65 participants lors de la première édition à Paris en 2022. On en aura plus de 100 pour cette deuxième édition. On avait 9 métiers représentés, on va en avoir 14. Donc ça veut dire que ça commence de s'agrandir. On espère que les grands médias vont aussi un peu s'y associer parce que c'est aussi ça qu'on a besoin. Les nouveaux métiers qui seront représentés? Les nouveaux métiers grâce aux sponsors, donc on a des métiers comme l'usinage qui n'étaient pas forcément sur la première édition, on va avoir les soudeurs, on va avoir ces différents métiers. En fait, les 14 univers, 15 univers qu'on a parlé un peu à l'introduction, ils sont chacun représentés sur un métier. Ça prend 4 jours, ça va concourir. Ça va être aussi mini-usine, parce que ça va toujours être en activité à travers les 100 participants. Et bien sûr, on a des lauréats qui seront donnés le vendredi. Donc ça, c'est important parce qu'une nouvelle fois, ça met en avant les hommes et les femmes. Deuxième partie, innovation, vous l'avez évoqué, donc animation, c'est GI Avenir. C'est important de faire du matching, d'accompagner les jeunes sur du job dating. Donc il va y avoir un peu des rencontres entre des DRH et des jeunes qui sont en recherche un peu d'emploi, de les accompagner sur les parcours, de les initier. Et la différence qu'on a par rapport à il y a 10 ans sur le métier de l'exposition, c'est que les grandes sociétés maintenant délocalisent leurs DRH, quelque chose qu'ils ne faisaient pas il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, en effet, ils voulaient vraiment voir que du business, que du B2B. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que s'ils veulent en effet être prêts pour les 5, 10, 15 prochaines années, il faut aussi passer du temps sur les jeunes pour en tout cas de nouveau leur faire envie de revenir à l'industrie. Donc ça, c'est un volet qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années, qu'on a de plus en plus. Donc on doit nous mettre des dispositifs aussi bien pour les jeunes que pour les entreprises. Alors, vous avez parlé d'avenir. Nicolas Dufourcq, la punchline de BPI France, c'est servir l'avenir. L'avenir, ça passe aussi par la jeunesse, Nicolas Dufourcq? Oui, c'est dans la question. L'avenir, c'est la jeunesse. Alors moi, j'étais très content cette semaine parce que j'ai commencé lundi par une séance de 90 minutes avec 15 jeunes qui travaillent dans des PME industrielles françaises que les patrons eux-mêmes avaient sélectionnés pour qu'on puisse faire un tour de table et s'écouter sur quels sont leurs mots pour un grand récit de l'industrie. Leurs mots à eux, pas les mots de nos générations à nous, mais les mots de la génération de ceux qui ont 30 ans. C'était incroyable. C'est vraiment formidable parce que d'abord, il y avait la moitié de filles, qui étaient complètement enthousiastes sur leurs expériences dans les deux PME en question, qui étaient Lacroix Electronics et puis MGA. Donc ce sont deux entreprises qui font de la microélectronique, qui font des machines, qui font de la robotique pour le monde de la santé, donc qui résolvent des problèmes ultra complexes, avec une passion pour la technologie qui elle-même se renouvelle constamment, le tout dans des environnements qui sont très collectifs, avec un team spirit important, des jeunes complètement enthousiastes, quoi, Et donc moi j'ai pris très méthodiquement en note tout ce qu'ils disaient, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les mots. J'aime bien le langage. Et qu'est-ce que vous avez retenu justement de leur... Il y a une jeune fille, 27 ans, qui a dit « Maintenant, ça suffit le délit de faciès sur l'industrie ». J'ai bien aimé ça. Donc c'est tout à fait ça. En réalité...
c'est trop bête que d'avoir une image négative de l'industrie. C'est tellement contraire à la réalité. Hein, et je pense honnêtement qu'il y a beaucoup trop de jeunes Français qui partent, encore une fois, préjugés qui étaient transmis par une espèce de vibration ambiante, là, par les familles, souvent, par l'éducation nationale aussi, par même les médias, passent à côté de leur destin. Alors que leur destin, c'est d'aller bosser dans l'industrie, parce que c'est là qu'ils seront heureux. Et par ailleurs, je dis que c'est là que seront les plus belles carrières des 30 ans qui viennent. Et avec des salaires et honorables. par ailleurs, les salaires moyens sont supérieurs. Supérieurs. Et à tous les niveaux, d'ailleurs. Je ne parle pas seulement des ingénieurs qui travaillent dans les bureaux d'études ou dans les bureaux des méthodes, mais simplement des techniciens de grande qualité qui sont dans des verticales comme, je sais pas moi, la chaudronnerie, par exemple, hein, le soudage très technique dans les industries nucléaires. C'est des gens qui sont à 4 000 € par mois. Hein, donc, au fond, moi, s'il y a des jeunes qui nous regardent là, je leur dis, alors bon, j'ai envie de dire que s'ils nous regardent, c'est qu'ils sont déjà convaincus, mais ils ont peut-être pas mal de copains qui ne le sont pas encore. Ils peuvent peut-être dire à leurs copains que c'est trop bête de passer à côté de son destin. Et 90% des embauches sont en CDI. Hein. CDI, ouais. Bien sûr. Aussi les parents qui nous regardent, qui peuvent aussi convaincre leurs enfants également. Il faut aussi convaincre les parents pour... Bien sûr. Alors c'est pour ça qu'on a créé la French Fab. La French Fab, c'est destiné à tuer la marque Zola, qu'on n'en parle plus. Voilà, c'est autre chose maintenant. On est dans la Fab. D'ailleurs, les jeunes aiment bien ce mot de Fab. Fab, oui. Ils préfèrent le mot de Fab au mot de Fab Lab. Fab Lab, voilà. Ah ben on va parler d'innovation justement, Sébastien. L'innovation sera au cœur du Salon Global Industrie, des innovations qui seront mises en lumière à travers 2 villages. Alors le village européen, enfin entre autres, mais en tout cas il y aura le village européen de l'intelligence artificielle et le village start-up. Alors dites-nous ce que les visiteurs vont découvrir en entrant dans ces villages. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est presque un non-sens de ne pas l'avoir sur un salon comme Global Industrie parce qu'elle est de plus en plus partout, dans tous les métiers, dans toutes les usines. On a parlé beaucoup d'industrie du futur depuis un certain nombre d'années. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands groupes le sont depuis presque de manière naturelle. Il fallait accompagner aussi les plus petites entreprises sur cette industrie du futur. Alors, l'industrie du futur, ce n'est pas que dans l'outil, c'est aussi dans les mentalités. Mais en tout cas, l'outil en fait partie. L'intelligence artificielle, elle va être aujourd'hui un plus dans ces différents outils, dans la maintenance préventive, par exemple, des machines. C'est là-dessus qu'elle va nous aider. Donc, nous, on se devait en tout cas, et Global Industrie, quand il est né avec les 4 salons, comme on l'a dit en introduction, mais il faut que chaque année, on puisse y apporter un nouveau secteur. Un nouveau secteur que je n'ai pas parlé en introduction, c'est aussi sur les énergies de production durable. C'est un sujet majeur aujourd'hui. On va avoir aujourd'hui un village, alors plus qu'un village, parce qu'on a une vingtaine d'entreprises avec des leaders qui seront présents, qui vont en tout cas pouvoir traiter de ce sujet-là qu'on n'avait pas historiquement dans les autres éditions de Global Industrie. Proposer des solutions proposer des solutions, de s'adapter, accompagner, une nouvelle fois, parce que les grands groupes doivent accompagner les plus petites entreprises sur ces différentes problématiques d'énergie. Ce n'est pas une nouvelle fois qu'une question de coût. Bien sûr, les coûts, mais je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pris conscience de cette problématique des coûts. Mais je dis, il y a un problème de mentalité aussi qu'il faut aussi accompagner ces différentes entreprises. Donc les villages, aujourd'hui, ou en tout cas ces différents univers, vont permettre d'apporter des solutions. Énergie, production durable, intelligence artificielle. Et les startups, aujourd'hui, sans faire de comparaison avec ce qui se passe à Las Vegas, on a besoin aujourd'hui de pépites, on a besoin aujourd'hui d'entreprises qui nous fassent un peu vibrer. C'est vrai que les startups ont cette particularité, ont cette spécificité. Donc vous aurez un village de 100 startups pour cette édition. Donc des startups industrielles, notamment. Uniquement industrielles. Des deep tech aussi. Exactement, c'est uniquement industriel. Il faut vraiment qu'on reste quand même dans l'ADN un peu Global Industrie. Et Nicolas le sait bien parce qu'aujourd'hui aussi la French Fab nous pousse, nous aide, nous accompagne aussi pour qu'on ait un maximum aussi de visibilité sur ces startups-là. Mais je crois qu'en tout cas ça va amener en tout cas une vraie ébullition d'idées, une vraie émulation en tout cas sur les entreprises. Et c'est une demande, une recherche en tout cas de l'ensemble des visiteurs de voir ces spécificités, ces petits savoir-faire qu'on a un peu partout. Et des grands groupes d'ailleurs s'intéressent de plus en plus aux startups sur le côté ingéniosité des produits. Donc ça va être aussi un des points forts de cette édition 2023 Global Industrie. On n'a jamais eu 100 startups sur cette édition, enfin sur Global Industrie. Donc c'est un plus. 100 startups ? Oui, une centaine de startups, ouais, c'est bien. Mais ça, c'est tout à fait nouveau. En fait, si on ne l'a jamais eu, c'est qu'elles n'existaient pas avant. Pas vraiment. Il y en avait quelques-unes. Mais là, c'est cambrien, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup tout un écosystème de start-up créé par des chercheurs entrepreneurs qui souvent viennent du monde académique, pas seulement, qui se mettent avec d'autres ingénieurs qui viennent du monde du digital ou avec des managers venus de l'école de commerce et qui montent des projets industriels. Comme avant. Ça s'était juste arrêté pendant 25 ans. Et c'est reparti. Ah oui. Voilà. Et donc, ça sera visible, là, au Salon Global Industrie. Donc, on est très heureux, nous, parce qu'on l'a voulu, on l'a ardemment désiré, cela. On a lancé des plans il y a très longtemps, maintenant, il y a de nombreuses années, parce qu'on voyait les premiers d'entre eux arriver et qui nous disaient « c'est possible ». Et on s'est dit, si eux le disent, eh ben, il peut y en avoir 250 par an. C'est ce qu'on veut. Notre objectif, c'est 250 startups industrielles par an, de plus, nouvelles. De plus, oui. Et après, il faut aussi les financer pour qu'elles
puissent produire leurs produits Eh bien, on les finance. d'une manière industrielle. On les finance. Il y a toute une boîte, encore une fois, avec, ça s'appelle l'aide à la première usine, l'aide au développement deep tech, tout ça, il y a beaucoup de subventions là-dedans quand même. Hein. Et puis ensuite, il y a des petits fonds d'amorçage qui vont mettre du capital, il y a des obligations convertibles pour ne pas diluer l'entrepreneur, il y a évidemment du conseil, il y a des accélérateurs aussi, nos écoles, nous avons créé 150 écoles, hein, et dont certaines couvrent les verticales de votre média. Et donc on fait rentrer les startups industrielles dans nos écoles avec des consultants, etc., etc. Donc tout est construit pour que le succès... Alors le succès ne sera pas toujours là, c'est toujours risqué l'économie. Hein. Enfin, dans un pays où on est couvert de tous les risques, tous, à peu près tous on va dire, hein, 99% des grands risques sont couverts, prendre du risque, ça n'est pas en prendre beaucoup. Hein. Voilà. Donc si un entrepreneur m'écoute là, start-up industriel, se dit j'y vais pas, bah, allez-y quoi. Hein. Vous avez d'ailleurs beaucoup de chances de réussir. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave du tout. D'abord, vous en ferez une autre. Puis vous en faites pas une autre. Si vous en faites pas une autre, eh ben, de toute façon, vous serez votre marque employeur personnelle sera gigantesque dans les autres groupes industriels dont vous serez salarié collaborateur. Tout le monde vous voudra. Quels sont les... Vous pourrez citer quelques startups industrielles qui ont réussi aujourd'hui grâce aussi à la BPI France? Ah bah, il y a des bébés BPI France, effectivement, hein, qui sont un peu habillés comme des sapins de Noël avec la totalité de la boîte à outils dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il y a Insect, par exemple, hein, qui fait de la nourriture pour animaux à base d'insectes, avec une très grosse usine qu'on est en train de construire à Amiens. Il y a Metabolic Explorer, il y a Exotech. Exotech qui est devenu une licorne, je crois. Qui est devenu une licorne très très vite et qui est en train d'attaquer sa campagne américaine avec beaucoup de succès. Enfin, il y en a beaucoup. Alors Nicolas Dufour, que toute la communauté de la French Fab, le label qui incarne l'industrie française. Ça n'est pas un label. C'est pas un label? Ah bon? Non, c'est toute la différence entre un label et un drapeau. Un label, il y a forcément un jury qui va dire toi, oui, toi, non. Ça, on ne veut pas de ça. On veut juste un drapeau de l'industrie française. Elle était devenue aveugle. C'était devenu l'armée des ombres. Vous leviez le drapeau, c'était le drapeau blanc. Et le drapeau de la défaite. C'est fini, ça. Donc maintenant, on lève le drapeau, c'est le coq bleu. Drapeau de la conquête. Alors justement, il y aura beaucoup de coqs bleus dans les allées de Rexpo Lyon? Ben, normalement, oui. Oh bah, c'est prévu, comme chaque année, mais encore plus cette année, à travers la soirée des exposants, à travers le coq bleu physiquement, à travers les entreprises, à travers la communication qui sera faite aussi autour du coq bleu dès l'entrée du salon. Non, c'est... Mais, ouais. Il faut, mais ça va dans le sens de ce que Nicolas dit. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne toutes les possibilités de notre industrie, qu'elle soit la plus belle, les moyens aussi de s'éclater, si j'ose dire. Pas qu'elle ait les freins, pas qu'elle ait un peu le complexe qu'il y avait il y a quelques années sur une nouvelle fois Outre-Rhin, espace ça. Je pense qu'il n'y a pas autant d'accompagnement en France qu'il y a ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie, pour prendre les pays proches de la France. On a cette force et aujourd'hui, des fois, on ne la communique pas assez. Je crois qu'aujourd'hui, la French Fab fait parfaitement le travail là-dessus et nous, on se doit aussi à travers Global Industries, mais on l'a dit en introduction, on a tous les ingrédients. On a la politique, on a les fédés, on a les syndicats et les exposants. Je crois qu'il n'y a rien, tout est réuni pour que ça soit l'événement qui continue à propulser l'industrie comme elle se doit. Puis nos ingénieurs sont exceptionnels. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent savent par exemple que Schneider Electric, d'une part, et Dassault Systèmes d'autre part, sont leaders en Allemagne. Ils sont leaders en Allemagne. C'est deux entreprises françaises qui, dans les sujets de l'automation et du software fondamental au cœur de l'industrie, sont leaders dans le pays leader mondial de l'industrie. Donc on ne parle pas de rien. On n'est pas un pays émergent. Nicolas Dufour, comment on fait pour devenir un coq bleu quand on est une entreprise? Alors, on va sur le site de la French Fab. Il y a déjà 1500 entrepreneurs qui l'ont fait. Hein. Et on fait le petit effort de lire la petite charte qu'on demande à ce qu'elle soit lue et à laquelle il faut quand même adhérer. Et la charte, elle dit quoi? Elle dit je fais partie du mouvement de fierté collective autour de l'industrie, je décarbone. Hein. Je suis sensibilisé au sujet de RSE. Hein, et en particulier de diversité, et puis c'est tout. Donc en fait tout le monde, toute l'industrie française est French Fab, de facto. Hein. Et ensuite il s'agit de s'emparer tout simplement du drapeau, comme on s'empare du drapeau français. Et c'est tout, c'est à disposition, faites-en ce que vous voulez, vous faites tous les événements que vous voulez avec, et vous n'avez pas demandé l'autorisation à quiconque. Hein.
Mais les startups pourront pitcher sur Global Industries. On aura des espaces où elles vont pouvoir aussi raconter un peu les retours d'expérience des keynotes. C'est aussi important parce que, une nouvelle fois, vous avez parlé de parcours, comment on fait pour être adhérent à la French Fab, comment on fait aussi pour se lancer. Et on va aussi laisser la possibilité aux startups de pouvoir s'exprimer, comment justement elles ont osé. Parce que, une nouvelle fois, il faut oser un peu dans ce pays. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Nicolas Dufourcq, je rappelle, vous êtes directeur de BPI France, la banque publique d'investissement. Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industries, on le rappelle, du 7 au 10 mars à Eurexpo Lyon. Tout à fait, on est pressé. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans les bureaux de BPI France. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro de MP l'émission. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite.